Bonjour, good afternoon. We're going to start with our roundtable of the afternoon, which is Scottish Masonry in the U.S. before the Scottish Rite. It's a roundtable sponsored by the Herodom, which is a journal of the Scottish Rite Society in the United States, and one of the premier journals, research journals, that I have had the pleasure to contribute with them. We have a panel of 4 distinguished scholars, and we will follow the order of the program. We will start with Joseph Wages, who, among other things, is a rising star in Freemasonic research. He's one of the newest, if not the newest, a member of the Blue Friar Society in 2018. He's a co-author of the book The Secret School of Wisdom, The Authentic Ritual and Doctrines of the Illuminati, published in 2015. And recently, he has published several important articles. And he's a hunter for treasures that we all are enjoying reading about his discoveries. And today, Joseph is going to talk about Etienne Morin and the Baillot manuscript. Joseph? Okay, there we are. One of the most elusive questions of the ancient accepted Scottish Rite concerns its origins. Where exactly did it come from, and from what source does its ritual emanate? Many scholars have rightfully determined that Etienne Morin, also known as Stephen Marin, is the founder of this system, but it's even less certain precisely from whence his authority came, let alone who Etienne Morin was. The truth is that we only have a partial picture of who he was and the circumstances concerning his authority to establish this rite. Nevertheless, when one assembles all of the evidence and gathers still more, there's enough light left in the fragments to project a more complete vision of the truth. A close examination of the Baillot manuscript, in comparison to the Franken manuscripts in particular, is necessary because it reveals that this manuscript forms the nucleus of what became the Order of the Royal Secret, and later still developing into the ancient and accepted Scottish Rite. Marin's Masonic authority. Where precisely does Marin's Masonic authority come from, and under what circumstances? This has to be answered in 2 parts, as Marin is said to have been granted powers by the Grand Lodge of England on 2 separate occasions, and in both of these cases, England was at war with France. As strange as this occurrence seems, the evidence highly suggests that this legend is true. Marin is said to receive a constitution from London to establish an Ecossais lodge in Bordeaux in 1745. The trouble is that the text of this constitution no longer remains. Alain Bernheim, in his seminal paper, Notes on Early Freemasonry in Bordeaux, suggests that the oldest known version of the Constitution is found in the transcript of Regulations of a Perfect Ecossais Lodge, published by Sitwell, though his transcription seems to have been faulty in places. Within the context of our study, the date is of our primary concern. Quote, done and attested in our Grand Ecossais Lodge the 8th and 2nd month of the year 5746. Lemaitre de Foyat, Grand Master, and Marin, Master of Ceremonies. Bernheim asserts that the encoded date reads July 8, 1745, and that the 28th and last article was amended March 3, 1750. In light of the actual date, the text of those regulations represents a copy of the founding document of what would become the Élu Parfait, the first Ecossais high-degree system in France. These facts seem to be at odds with Marin's own account in his letter to the Élu Parfait, dated June 24, 1757, concerning the founding of a perfect Ecossais lodge in Le Quai du Fond. Quote, in order that they may work towards the perfection of the royal art, I have given them the certificate which your worshipful lodge has given to me, dated July 25th, 1747, at the end of which are the constitutions, which were handed to me by the Worshipful Mother Lodge of London, dated June 25th, 1745, which you certified. The difference between the dates June 25th and July 8th seems problematic.
though it's possible that Marin could have departed London and arrived in Bordeaux some 13 days later and established a perfect Ecossais lodge there. With this in mind, we shall consider how these facts align with another account of the legend concerning Marin's powers. In a Grand College of Rites manuscript called Le Caire or Le Parfait Loup Écossais, we see a more precise account of the circumstances leading up to Marin's being in London during the War of Austrian Succession. Quote, "This eminent degree was established in France by the very respectable brother Marin, who received it from William, Governor-General of the English Islands, who had taken up residence in Antigua in 1744. The Grand Lodge of England, having recognized him as such, had granted authority to establish his Lodge of Perfection in 1745 when he was made a prisoner of war, and the said respectable brother Marin, having spent some time in Le Caire, left and deposited the powers there in the respectable Ecossais Lodge, which he had established in 1762 through the Grand Lodge of London, though the very respectable brother account whence the respectable brother Etienne Marin went on a voyage and established his permanent residence in Saint-Domingue in 1763. The knowledge associated with this sublime degree was brought to France by respectable brother Marin, who had it conferred upon him in 1744 by Governor-General Matthews. According to this account, Marin receives presumably the Maître Écossais, or Scots Master degree, from Governor William Matthews in Antigua. He later is captured in 1745, taken to London, and receives a patent to establish an Ecossais lodge in Bordeaux. In yet another variation of this account, we see further detail in a manuscript titled Le Grand Loup Parfait Maître et Sublime Écossais. Quote, "The brother Etienne Marin was the first to have the happiness to be admitted and initiated into this eminent degree by the respectable brother Admiral Matthews, Governor-General of the English Windward Islands in Antigua, when he was captured. This zealous brother, having made since that time multiple trips to England, improved himself and formed several lodges in America and in France, in accordance with the powers he had received from him." We see again that Marin receives Maître Écossais from William Matthews, but according to this manuscript, the degree has morphed into something quite different, at least as far as the title is concerned. It is suggested that Marin's powers seem to come from Matthews and not the Grand Lodge of England, and that Marin made multiple trips to England after that. Marin detained in 1745. How can we be sure at all that Marin was in England in 1745? In a recent discovery, the complete records of Marin's capture at sea in both 1745 and later in 1762 have been located, and the timing of these accounts confirm his story. It turns out that in 1744, Marin was a volunteer on a Bordeaux ship bound for Martinique and was captured on the return voyage, and he was taken as a prisoner to England. La Pallas was a merchant ship displacing some 250 tons, led by First Captain Pierre Collisson. Collisson appears again in the Sharp documents and is a central figure in the disputed legitimacy between the Ecossais lodges of Fort Royal and Saint-Pierre. The other officers on board are Second Captain Jean Lartigue and Lieutenant Eutrope Pourlaudet. Lartigue later appears in Marin's correspondence to the Grand Lodge of France. The ship was loaded in Bordeaux from February to March 1744 and left port on May the 9th. It arrived in Fort Royal in July. The ship was then reloaded in September through January 1745 with clay, sugar, coffee, cocoa, beef, cotton, tortoise shells, and Brazil wood. Captained by Collisson and a mostly new crew, save 6 from the original crew, including Marin, the vessel departed Fort Royal on February 18th and was taken by Captain Henry Norris of the Prince Frederick on Tuesday, March 26, some 40 leagues west of Ushant. La Pallas fired some 40 to 60 shots, as did the Prince Frederick, but they were forced to surrender around noon and brought into port at Plymouth April 1st, 1745. The ship was later sold there in 1745. An interesting aspect of this discovery concerns Marin's biography. On the ship's roll of sailors dated July 14, 1744, he is listed as Marin from Cahors in Quercy, a musician of 26 years.
This revelation of his first occupation is also confirmed in his probate file. Marin died in Kingston, Jamaica on November 11, 1771, and in the list of his final effects, a violoncello is recorded as one of his possessions. With these new details, we can confirm that Marin's account of his capture are accurate, and furthermore, that the timeline of events confirms that indeed he had ample time and opportunity to contact the Grand Lodge in London. It's easy to see that he could travel from Plymouth to London sometime after April the 1st to arrive in London by June 25th, 1745, to receive a constitution to establish an Écossais lodge in Bordeaux. The actual constitution, however, remains elusive. Marin detained in 1762. In the same discovery, we have a complete picture surrounding Marin's capture in 1762. Le Success was a merchant vessel formerly called the Success, commanded by Charles Flynn and displacing some 150 tons. It was originally built in Marseille and called La Magdalene before being captured by the English. It was then recaptured by the French. It was captained by Jean-Joseph Bourret and outfitted with 6 carriage guns and 4 swivel guns, and also carried a letter of marque. She left Bordeaux on April the 2nd, 1762, bound for Cap Français, loaded with 4 tons of wine, liquor, flour, shoes, hats, clothing, feathers, and a vast array of finished goods for sale in Saint-Domingue. The vessel was taken by the Mermaid and the Phoenix with no resistance and was brought into Plymouth on April the 9th, 1762, and subsequently returned to her original owner, Charles Flynn. Marin is listed as a passenger with 2 other gentlemen on an Admiralty document in the ship's papers, dated March 27, 1762. This document is the counter-document to the passport published in Joël Couture's Chronique d'Histoire Maçonnique. In the passport, he's described as 45 years old and wearing a wig and a native of Cahors in Quercy. By using both accounts of his detention in 1745 and in 1762, we can determine that he was born in 1717. We have further insight concerning Marin's capture in his own testimony. In 1928, Nicholas Chmielewski published a series of unknown Marin letters in the review Saint Claudius, which in all likelihood he found in the archives of the Grand Orient of France. In Marin's letter to Chaillon de Yonville, we learned that he arrived in Saint-Marc on January 20th, 1763, and that, quote, "At the beginning of 1762, I was captured at sea by the enemy of the French state, taken to London, where I received all the consolations and enjoyed all the pleasures and benefits that a Freemason can expect in such circumstances, especially as I had been so highly recommended by your good self. I often had the pleasure of working with the very respectable brother Earl Ferrar, Viscount Tamsworth, the Grand Master and protector of all the lodges under English jurisdiction. I told him in open lodge about the patents you were kind enough to grant to me, to which he added his approval, congratulating me and bestowing on me the title of life member of all the lodges of England and Jamaica, in which places I received in this capacity all the services which I needed until my departure for Saint-Domingue. What a lovely surprise for me to find upon my arrival in Saint-Marc that this town had a respectable Écossais lodge constituted by that of Bordeaux, which I created in 1745. I found it so well organized that I thought I should give them the same instructions in order to earn from you and our respectable mother lodge of Paris the right to be ranked among its beloved daughters, which they received with all possible loyalty and gratitude, as also did their daughter lodge at La Parfaite Union in Port-au-Prince, where I am currently residing. Yes. Marin appears to have been operating with this narrative as the basis of his authority. In the Alou Parfait patent issued to Ausson de Verrier, a member of Parfait Union in Port-au-Prince, and also of Marin's traveling lodge, Parfait Harmonie, we see that, quote, under the good pleasure of the most worshipful, most illustrious, and most sublime brother, Count Ferrar Tamsworth, Grand Master of the regular lodges under English dominion,
and the most worshipful and most excellent brother Chaillon de Yonville, substitute general of the royal art and grand master of the lodges of the grand perfect elect masters and sublime écossais under French dominion, established in the east of Paris. Marin confers the Alou Parfait ritual on Ausson de Verrières through his traveling lodge, which appears to be a contradiction and exceeds its purpose, being constituted as a craft lodge only. Perhaps the use of the names of the Grand Masters of England and France were meant to bolster his authority in this capacity. Did Marin speak English? Having established that Marin was in the right place and at the right time in both cases, can we say with certainty that he spoke English? Without confirmation that he could speak the language, his obtaining powers from the Grand Lodge of England would seem doubtful. In the Minute Book of Langlais 204, we have proof that precisely confirms not only his fluency, but his active participation in English Masonry after his capture. On the date of July 14, 1750, we see that, quote, regarding the allegation made against Brother Marin from the Lodge of Parfaite Harmonie by the Brother Chapuis on behalf of the worshipful of the Lodge Française, namely that he had received here as a Mason Monsieur Fromentin, Brother Marin deposed that he had only received him in Bristol, in England, having been requested to take the place of the worshipful with regard to the question of language, as Monsieur Fromentin did not understand English, but that since his return to France he had not instructed the said Fromentin in any way in the art of masonry, and this on his word as a mason, on which no judgment was given. However, it was decided that this would be notified to the other lodges of the town and to Brother Marin, who had sent back to appear before his mother lodge. This revelation is explosive for several reasons. First, because it seems extraordinary that a French Mason would confer an English degree on a Frenchman in an English lodge in French. Yet we have proof of it in the official minute book, based on the testimony of Marin himself. The larger issue is one of regularity. Is this the first indication that Marin was exceeding his authority as deputy of the Alou Parfait in Saint-Domingue? This is not the only incident of Marin's tempestuous relationship with Masonic authority. He seems to have caused quite a controversy a few years earlier in Le Cap Français, which resulted in his losing powers in Saint-Domingue, and the lodge at Le Cap was not recognized until it was chartered by Marin's replacement, Lamelliere de Foyat. Lodges under Marin's jurisdiction. Which lodges fell under Marin's jurisdiction in Saint-Domingue? Utilizing the letters in St. Claudius, we can see the sphere of his influence over the island after 1763. It seems Marin began to use his proconsul powers as soon as he has arrived. We learn that in his letter dated June 21st, 1763, after converting the lodges of St. Mark and Port-au-Prince, that, quote, I have responded to their respectful demands that I take the liberty of addressing to you and asking you to pass by way of Bordeaux regarding the respectable écossais and craft lodges of Le Quai du Fond on the Ile aux Vaches, known as La Concorde, the praises of which I have already sung to you. I hope they will take the first opportunity to render themselves worthy of the same favor. As for the respectable écossais lodge of Le Cap Français, which I founded in 1748, and its daughter, the symbolic lodge at Fort Dauphin, founded under the title of La Double Alliance, I hope to visit this part of the island to fulfill my mission to the ultimate, and will let you have a detailed description of their work and Masonic conduct. We can see that his mission is to bring the lodges of Saint-Domingue under the influence of the newly re-established Grand Lodge in Paris. Perhaps Marin originally intended to bring the lodge at Le Cap back under his influence, as he was supposed to have arrived in this city prior to his capture. He also provides more context that makes it clear that his jurisdiction is not limited to the symbolic degrees, but extends to the écossais lodges as well. The lodge at La Concorde and Le Quai du Fond seems to be his next acquisition. In a letter dated May the 3rd, 1764, we see for the first time all the lodges under Marin's influence. Quote, I am sending you 3 lists, which you will see are continuations of those which I have already sent.
along with the briefs in duplicate for the 3 lodges, namely those of St. Mark, Le Quai du Fond, and the Ile of Vache and Port-au-Prince. So let's skip ahead here. I'm running short on time. We'll skip that part. We're just going to skip to Belot. There we are. The Belot manuscript is a leather-bound folio written in 2 phases containing 28 rituals and related instructions copied on the island of Saint-Domingue. There are 2 distinct handwritings present, and the majority is written in a very cramped style. When one compares the handwriting of Marin to Belot, it's clear that it's not in his handwriting. The aberration is the Knight of the Sun degree, which was written by a different hand and given to the author of Belot. The rituals are composed of many cahiers and were likely bound at a later period. The first section of 26 degrees were written between the years 1763 and 1764 as evidenced by the author's note and the header of the Knight of the Sun degree. And we'll skip a few lines here. This part just says that the last part he received in May of 1768, and it contains the Luquan degrees. And there's the note. Okay. The most striking feature of the Belot manuscript is that it contains the oldest known copy of Sublime Prince of the Royal Secret Ritual, Marin's own creation. This ritual is copied from another version, as indicated in the stricken duplicated line indicating a transcription error. And it's the line right there where you can see the text has been crossed out and transposed to the bottom, so it indicates it's a copy of an earlier text. And we'll just skip through that. Basically, by aligning the degrees in order, here we go. By aligning the degrees in order next to Franken, one can see clearly the symmetry between the 2 ritual texts. There are many places where the degrees are exactly the same order in both texts, and the shifts in degree order take place in 2 major places. In the section comprising perfect masonry, which are degrees 4 through 14, and in sublime masonry, degrees 15 through 25. In general, degrees 4 through 14 are in less conformity, whereas degrees 15 through 25 are in tighter conformity with Franken. This could indicate that Belot was used as a source manuscript for Sublime Masonry and that Franken had the degrees of perfect Masonry translated at an earlier date. This explains why Franken established Albany as a lodge of perfection only and why the 1771 Franken manuscript contains only degrees 15 to 25, because the system was incomplete. And if we look right here, the highlighted portion says it's to the 29th degree, and this is 1767, which means that it lines up perfectly with the Belot manuscript, and the final form of the Order of the Royal Secret Rituals and the Franken manuscripts were only 25 degrees. It's a clue. Okay, we'll just skip to the conclusions. Yes. Okay. So we've established that the legend concerning Marin's Masonic powers are, in all probability, true, based upon his own testimony and also upon several sources of archival evidence. Furthermore, we have demonstrated that Marin spoke English and have determined precisely the sphere of his Masonic influence in Saint-Domingue. In doing so, we have speculated that Berthomeo may be directly connected to the Belot manuscript and established a new avenue for further research. Finally, we have analyzed Belot and compared it to the Franken manuscripts to arrive at the conclusion that it is the likely source, at least of the 15th through the 25th degrees of the rituals of the Order of the Royal Secret. We now have a much better picture of the circumstances concerning the origins of the ancient and accepted Scottish Rite, and, through further research, much more will be learned. In light of this, one should respect just how precious the Belot manuscript is, as it is the literal genesis of our rite. That's it. Thank you. Thank you, Joseph. And I just wanted to remind you, because most of the presenters have a larger version, and we are going to publish if we receive the articles from the panelists. So don't forget to send us your articles. Following Joseph's presentation is François Rousson, who is a professor of architecture
and urban studies. And in addition to that, Professor Rousson is a Masonic scholar. And just to give you an example of his great work on Masonic architecture, the model rites and rituals of the temples, that was the title of his dissertation, translated into English. I don't dare to pronounce it in French, pardon. But I mean, he's going to talk about, he's going to give us a vision about the architectural part and the Franken manuscript. Professor Rousson, s'il vous plaît. Merci. À vrai dire, je vais faire une petite rectification. Je vais bien parler des hauts grades et de la stylistique architecturale, mais pas du manuscrit Franken, car dans le manuscrit Franken, il n'y a pas de représentation architecturale. Et ce qui m'intéresse en tant qu'architecte et historien de l'architecture, c'est de travailler à partir des documents graphiques qui nous instruisent en fait sur l'histoire des rituels. Donc je vais travailler plutôt sur des choses plus récentes et postérieures, en tout cas aux années 1760-1770. Alors, je vais commencer par un bref rappel historique, en rappelant tout simplement que, nonobstant les débats qu'il y a pu y avoir ces dernières années sur les origines de la franc-maçonnerie spéculative, ce que l'on peut affirmer, par contre, d'une façon absolument certaine, c'est qu'à Londres, comme à Paris, la franc-maçonnerie se tient dans des lieux qui n'ont rien de spécifique à cette activité. Les tavernes à Londres, le traiteur Alexis Landel, rue de Bussy à Paris, où il y a toujours cette magnifique étoile flamboyante. Et puis, quand on regarde beaucoup de ces divulgations ou de ces gravures que l'on a de ces périodes entre 1740 et 1770, des représentations de tenues de loge qui se passent effectivement soit dans les tavernes, soit chez les particuliers, comme ici en Irlande. De la même façon qu'on peut regarder ce qui se passe dans ces célèbres séries de gravures dites de Gabanon, on s'aperçoit que quand on regarde non pas ce qui se passe dans cette assemblée, mais plutôt où ça se passe cette assemblée, dans quel cadre ce rituel se déroule, eh bien on s'aperçoit qu'on a affaire effectivement à un lieu tout à fait domestique. Il peut s'agir d'un salon quelque part dans Paris, il peut s'agir d'un salon quelque part dans un château de province, j'allais dire peu importe, on voit que ce qui constitue en fait la ritualité du lieu, ça n'est certainement pas son cadre, mais effectivement ce qui structure en réalité l'espace ici, c'est-à-dire la position des personnages et bien évidemment le tapis de loge qui est déroulé au sol. Alors, effectivement, dans mon livre et dans ma thèse, j'ai montré que le temple maçonnique en tant qu'objet architectural n'apparaît pas avant les années 1760. C'est intéressant parce que ça montre que, d'une certaine manière, il faut d'abord que les rituels se soient en quelque sorte cristallisés pour que, finalement, on commence à inventer des lieux qui sont des lieux destinés spécifiquement à cette activité. Et un des documents les plus intéressants que tout le monde connaît, mais je le rappelle quand même, qui est ce document conservé aux archives départementales de la Charente-Maritime, qui est cet acte notarié qui décrit par le menu le temple de la loge L'Union Parfaite à La Rochelle. Ça date de 1770. C'est tellement précis qu'il y a eu des reconstitutions graphiques qui ont été faites et que l'on sait par les textes qui sont dans par le texte qui est dans cet acte notarié qu'on y pratiquait déjà des grades d'équivalent, je dirais, ou en tout cas très proches de ce qu'on a évoqué justement à l'instant, qui sont des grades d'élus et d'élus parfaits. Quand on regarde un petit peu ces documents graphiques qui nous sont parvenus, on peut effectivement regarder simplement l'objet en se disant oui, c'est une loge, c'est un temple maçonnique. Ici, c'est celui de la loge La Parfaite Union à Rouen. C'est une gravure qui date de 1770. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même des informations très intéressantes. Je vais revenir juste en arrière. On a des panneaux qui sont présentés avec des paysages tout autour de la pièce. Alors le document est assez petit, donc mon scan n'est pas de très bonne qualité. Mais quand même, on arrive à distinguer assez nettement une tour dans un paysage sur le panneau de gauche et une caverne avec un chien, quelque chose qui pourrait peut-être être un buisson ardent, dans le panneau de droite. Et donc on s'aperçoit qu'on est déjà dans une pratique qu'on va trouver plus tard, notamment dans les grands temples de Bruxelles, où le cadre architectural est aussi le support de la représentation graphique des différents degrés, et ici donc des degrés qui correspondent à des degrés de vengeance.
Alors, on voit qu'il faut attendre vraiment le début du XIXe siècle pour commencer à retrouver des représentations graphiques qui montrent effectivement ce qu'est un temple maçonnique dans une pratique, je dirais, qui est tout à fait codifiée, ordonnée, telle qu'on la pratique aujourd'hui. On connaît ces documents. Et ce qui m'intéresse ici, ça a été l'objet d'une petite intervention jeudi dernier dans le cadre de l'atelier international, c'est de voir qu'on est quand même, comme toujours dans l'histoire de l'architecture, quand il y a la constitution d'un modèle architectural, on est finalement face à des modes de diffusion qui permettent finalement de cristalliser, de structurer ce modèle. Ça passe aussi bien, par exemple, par ces catalogues de décors maçonniques que l'on retrouve aujourd'hui dans nos archives, comme ça passe, par exemple, par ce très très beau cahier qui s'appelle Décors et costumes, qui est conservé au Centre culturel maçonnique de La Haye et qui nous montre l'organisation des temples pour les 30 degrés du 4e au 33e degré du rite écossais ancien et accepté. Alors, fort de ce petit rappel historique, ce qui m'intéresse évidemment, ça va être de regarder non pas forcément les rituels en tant que tels, mais plutôt la façon dont ils sont représentés architecturalement et ce qu'ils nous disent en fin de compte de la façon dont ces rituels sont pensés en tant que cadre de développement d'une activité humaine. Et la question que je me suis posée pour cette intervention aujourd'hui, c'est de dire, mais finalement, on sait à quel point il y a un certain nombre d'influences et à quel point, notamment, le rite écossais est un conservatoire des traditions occidentales, des traditions ésotériques occidentales, et est-ce que ceci finalement agit sur le cadre dans lequel se déroulent ces rituels. Typiquement, alors ici on est au 4e degré, donc au grade de maître secret. Alors je vais en passer quelques-uns pour vous montrer. Alors comme je l'ai fait remarquer jeudi dernier, on s'aperçoit que bien qu'on est censé là à ce degré être dans le temple de Salomon, on a quand même une voûte étoilée avec une étoile filante. On s'aperçoit que on voit des interprétations particulières. Et surtout en déroulant ces différents degrés, on ne peut pas tirer une conclusion très convaincante sur une corrélation que l'on pourrait faire entre une stylistique architecturale des lieux dans lesquels se déroulent ces différents degrés et le contenu de ce degré. À une exception notable, qui est effectivement ce 13e degré, où on est dans une sorte de caverne éclairée par un oculus en partie haute, et qui est de toute la série des 30 images qui sont conservées dans ce cahier, pratiquement la seule qui représenterait un lieu qui ne serait pas encore, je dirais, dans un caractère finalement domestique et relativement banal. Alors voilà le 14e degré, avec une superposition finalement d'une voûte héritée du 13e et d'un cadre tout à fait néoclassique d'un temple maçonnique. Et le 18e degré, où là, pour le coup, il y a une chose assez intéressante pour l'architecte qui s'intéresse à l'histoire des typologies, c'est de nous apercevoir qu'on est ici non plus dans un dispositif classique de ce qu'on appelle les colonnes, les vallées ou les camps en fonction des degrés, c'est-à-dire ces deux rangées de sièges qui se font face à face, mais au contraire dans un dispositif avec une banquette qui fait le tour de l'espace, qui circonscrit un espace, qui est l'espace du chapitre, avec la position du président qui est non pas à l'orient, comme il se doit normalement, mais ici au centre de la loge. C'est une chose intéressante parce que ça montre quand même peut-être un point sur lequel je trouve que l'histoire de la franc-maçonnerie, l'historiographie actuelle s'est peu penchée, qui est l'histoire de la typologie même de l'organisation spatiale de la loge, c'est-à-dire d'où vient finalement ce dispositif des participants qui sont les uns en face des autres et non pas face au président comme ça se passe dans la plupart des activités rituelles. Voilà, donc là, je pense qu'avec ce type d'image, qu'on retrouve également dans la célèbre série d'assiettes en faïence de Creil, on a vraiment une interrogation, je trouve, à se poser sur finalement d'où vient ce dispositif qui paraît si naturel aux francs-maçons et qui pourtant est si peu naturel en réalité dans l'histoire des typologies rituelles de l'architecture. Alors, pour revenir à la question de la stylistique, on s'aperçoit en regardant tous ces documents anciens que, en fait, il n'y a pas réellement de corrélation stylistique entre le lieu et le contenu du grade. Ici, au 18e degré, on est sur un décor, donc on est sur des très très belles aquarelles qui datent de 1762, toujours conservées à La Haye, avec un décor qui reste un décor typique du 18e siècle français. On est sur une transition presque entre un baroque rococo sur la droite et puis une écriture beaucoup plus néoclassique sur la gauche, mais en tout cas rien qui pourrait faire référence ni à des grades chevaleresques, ni finalement à une histoire qui serait complètement déconnectée de l'époque contemporaine au moment où ces dessins ont été réalisés.
une représentation de la scène. On a souligné avec Dominique Jardin jeudi à quel point c'est assez rare d'en trouver. Alors, fort de ce constat à partir des manuscrits, je vais maintenant, dans une deuxième partie, m'intéresser davantage en fait aux cadres eux-mêmes et aux cadres construits. Alors, je vais partir d'exemples en fait pour essayer finalement d'élucider cette question, de savoir est-ce qu'il y a une articulation entre le contenu des grades et le cadre dans lequel ils se déroulent. Alors, quand on va au siège de la Grande Loge d'Irlande à Dublin, eh bien, on a cette façade assez académique, néoclassique, qui cache en fait un certain nombre d'espaces de très grande qualité et surtout d'une très grande diversité stylistique. Alors, on a le plus grand de ces espaces, c'est la salle qui est réservée aux tenues de Grande Loge, donc qui s'appelle Grand Lodge Room, et on est effectivement sur une écriture tout à fait néoclassique, assez caractéristique de cette deuxième moitié du XIXe siècle dans les pays anglo-saxons, où on est quand même dans l'héritage de cet enseignement académique issu des frères Adam, par exemple, à Londres, donc un très bel espace, et très souvent, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué, que j'ai remarqué dans le travail de ma thèse, c'est qu'on s'aperçoit que souvent le néoclassicisme reste le style de référence pour l'architecture maçonnique. Sauf que quand on passe effectivement dans la salle du Grand Chapitre, le Grand Chapel Room, qui est donc une salle qui est réservée aux loges qui pratiquent les Cryptic Degrees, on s'aperçoit qu'ici, on est sur une écriture tout à fait différente de style néo-égyptien, qui, bien entendu, pourrait laisser penser à ce que ça puisse renvoyer quand même, effectivement, à la tradition salomonienne ou hiramique et la continuité, d'une certaine manière, d'une tradition plus ancienne que la tradition classique néoclassique qui vient de l'Antiquité. Et quand on continue cette pérégrination intérieure de ce bâtiment de Dublin, on s'aperçoit que le Prince Mason Room, effectivement, reste une structure de loge maçonnique, mais avec un décor cette fois-ci néo-gothique. Et enfin, que le Knight Templar Chapter Room est finalement beaucoup plus disposée comme une chapelle que comme une loge maçonnique. On notera quand même un point commun avec les images que j'ai montrées tout à l'heure des chapitres du Rose-Croix du 18e degré, c'est qu'il n'y a pas de président à l'Orient et qu'à l'Orient on trouve un autel qu'on appelle le sanctuaire dans certaines juridictions, la représentation de l'agneau mystique, et donc on est vraiment dans une typologie qui s'éloigne de plus en plus de la typologie habituelle des temples maçonniques et dans une écriture ici qui est une écriture totalement référentielle en fin de compte à un Moyen-Âge en quelque sorte rêvé. Si on va dans d'autres sièges de grandes loges, si j'ai pris, à titre d'exemple, j'aurais pu prendre Oslo, j'ai pris Stockholm parce que j'ai de meilleures images. On est dans un bâtiment du XVIIe siècle qui a été transformé dans les années 20 pour accueillir le siège de la grande loge de l'ordre maçonnique l'ordre des maçons suédois, avec deux temples absolument exceptionnels, extraordinaires. Un temple au rez-de-chaussée qui est réservé là aussi aux tenues de grande loge où on retrouve une écriture néoclassique avec une très très grande monumentalité, une très belle voûte étoilée, quelque chose de tout à fait remarquable. Et pour le temple réservé au haut grade du rite pratiqué en Suède, le rite suédois, eh bien, on a cette chapelle absolument magnifique qui se trouve donc dans le volume du bâtiment du XVIIe siècle. Et là, c'est vrai qu'on est sur une écriture néoclassique. Là aussi, fait référence explicitement à l'architecture religieuse, pas suédoise. D'ailleurs, on est plutôt dans une architecture religieuse qu'on pourrait trouver du XIVe ou du XVe siècle dans l'est de la France ou la Belgique ou le nord de l'Allemagne. Avec quand même des mélanges stylistiques, et c'est là où ça commence à être intéressant de voir que dans cet environnement néo-gothique de bonne facture, on va quand même retrouver les deux sphinx qui gardent l'Orient, comme on les avait vus tout à l'heure dans le Chapter Room à Dublin. Alors, cette question de la référence à l'Égypte ancienne, elle traverse pratiquement toutes les traditions maçonniques et toutes les architectures maçonniques du monde. On sait que c'est le cas en Espagne, on sait que c'est particulièrement le cas en Belgique. Alors, j'ai pris comme exemple ici le temple de la rue du Percy à Bruxelles, donc le temple de la loge des Amis Philanthropes. Donc, c'est un temple qui date de 1877, qui a été d'ailleurs merveilleusement restauré il y a 2 ans. Et je conseille à toute cette assemblée de profiter des journées du patrimoine à Bruxelles pour le visiter, car autrefois c'était assez difficile de pouvoir y pénétrer. Et ce qui m'intéresse ici, là, c'est qu'on est alors dans un espace qui est dégagé, ce qui permet une organisation spatiale conforme soit à la tradition des anciens, soit à celle des modernes, selon la loge qui s'y réunit. Et évidemment, ce qui est tout à fait remarquable, c'est cet ensemble de peintures réalisées par Louis Delbecq dans les années 1890, et qui va représenter l'ensemble de la légende d'Hiram, non seulement évidemment jusqu'à
jusqu'à l'assassinat du maître, comme on le voit ici, mais également dans ce qui c'est finalement la continuité de la légende dans les premiers degrés supérieurs du rite écossais. Ce qui m'intéresse là aussi, c'est qu'on est dans une disposition qui est assez proche de celle que j'ai montrée à Rouen en 1770. C'est que finalement, un impétrant qui est initié au premier degré dans cet espace peut avoir, d'une certaine manière, une sorte de vision non explicite, non expliquée, mais quand même visuelle de ce qui va suivre en fin de compte de sa propre initiation. Alors, toujours à Bruxelles, le temple, donc celui-ci se trouve dans l'ensemble absolument extraordinaire de temple de la rue de Laken. Donc ici, c'est le temple du Suprême Conseil de Belgique. C'est un petit temple par rapport à celui qui est à côté. Et évidemment, ce qui m'intéresse ici aussi, c'est sur la question de la stylistique. C'est le temple d'un Suprême Conseil. C'est destiné aux réunions, évidemment, de ce Suprême Conseil, avec la réutilisation, évidemment, de ce qui est l'emblème du rite écossais, c'est-à-dire l'aigle bicéphale, mais dans une écriture totalement néo-égyptienne. Et je trouve que cette espèce de raccourci entre l'aigle bicéphale, cette représentation du Saint-Empire, et de l'autre côté, finalement, une sorte de figure à la Horus, si j'ose dire, me paraît un raccourci assez intéressant sur lequel on pourrait là aussi se pencher quand on s'intéresse à la symbolique et à la représentation graphique des choses. Ainsi, évidemment, que ce dispositif de Stahl orné d'éléments symboliques qui, finalement, presque à eux seuls, représentent là aussi un conservatoire ou un résumé de l'ensemble des traditions ésotériques occidentales. Alors, je vais terminer cette intervention avec une typologie que nos amis américains connaissent bien, mais que les Français connaissent beaucoup moins bien, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis les Scottish Rite Cathedrals, c'est-à-dire les cathédrales du rite écossais. Ces cathédrales nous intéressent à la fois dans la dénomination de cathédrale, mais aussi dans ce qu'elles produisent en tant qu'architecture. Alors ici, ce n'est pas tout à fait une cathédrale de rite écossais, c'est cet ensemble maçonnique absolument extraordinaire de Detroit, dans lequel on a regroupé, en fin de compte, trois éléments constitutifs de la franc-maçonnerie américaine, c'est-à-dire à gauche le Masonic Temple, dans lequel on va avoir tous les temples de la Craft Masonry, à droite la cathédrale de rite écossais, et entre les deux, le temple, le grand auditorium, le Shriners, et donc on a finalement dans un seul édifice regroupé la plupart des éléments qui appartiennent en fin de compte à la tradition maçonnique américaine. C'est un bâtiment de 80 000 m², donc on est vraiment sur quelque chose de tout à fait exceptionnel. Probablement un des bâtiments les plus richement dotés budgétairement lors de sa construction de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique, qui a failli disparaître il y a une dizaine d'années et qui heureusement a été sauvé, notamment parce que le grand auditorium du centre a été transformé en salle de rock, comme quoi finalement on peut passer d'un rituel à l'autre pour préserver des lieux. Alors même constat, on a des temples, enfin ce qu'on appelle les lodge rooms en anglais, en américain. On a des temples qui sont donc dans pour la craft maçonnerie, qui sont dans une écriture plutôt en général néoclassique, ici néo-grec comme à Stockholm. On a des temples qui sont réservés au degré supérieur du système du rite idiorque, comme ici le Knight Templar Chapter Room, où on retrouve une écriture d'église dans une autre échelle que celle de Dublin, mais quand même avec un plan cruciforme et une croix latine qui occupe le centre et qui est la source de lumière de cet espace. On a la Scottish Rite Cathedral qui est, selon les principes de la pratique du rite écossais américain, un auditorium, et j'y reviendrai. Et enfin, le grand auditorium destiné à la pratique des Shriners, et qui, comme tous ces grands auditoriums maçonniques, ont d'autres fonctions que les activités rituelles, puisque très souvent, on y fait des grands concerts, même si ces concerts ne sont pas en lien avec l'activité maçonnique elle-même. Un autre exemple de cette idée de la cathédrale, parce que là on est sur presque une cathédrale idéale en quelque sorte. Elle a été dessinée par George Schreiber en 1927. Schreiber, qui était d'origine allemande, a fait venir pratiquement tous les plus grands artistes ornemanistes d'Allemagne de l'époque, des sculpteurs, des peintres, des maîtres verriers, pour faire un objet architectural absolument extraordinaire qui fonctionne encore, mais là aussi je pense avec beaucoup de difficultés financières. On a par exemple dans le trumeau entre les deux portes d'entrée, cette superposition des trois mauvais compagnons qui sont ligotés et de l'aigle bicéphale du rite écossais. Et ce raccourci est très beau d'une certaine manière parce qu'il raconte d'une certaine manière une évolution possible en fait en deux petits ornements. Là aussi, un auditorium particulièrement important, puisque la pratique, avec la réforme de Pike, est quand même une pratique d'initiation collective
où les initiés sont spectateurs et non pas acteurs de leur initiation, mais quand même avec quelque chose qui reste de l'ordre d'une forme de néo-gothique, un petit peu dévoyé en quelque sorte, enfin en tout cas quelque chose de très étonnant, parce qu'on est quand même sur des espaces relativement gigantesques, avec cette écriture qui reste une écriture quand même d'artisanat, de sculpture, et de grands soins apportés aux détails. Alors cathédrale, finalement, ne veut pas forcément dire néoclassicisme, et c'est là où ça m'intéresse, parce qu'on peut trouver, et j'en ai mis que deux exemples, on peut trouver énormément d'exemples de Scottish Rite Cathedrals qui n'ont absolument pas cette référence qu'on a vue à Indianapolis, à l'architecture gothique et à l'idée de la cathédrale. C'est le cas par exemple ici à El Paso, au Texas, où on a cette cathédrale qui est effectivement d'une écriture totalement néoclassique. Ça pourrait être aussi bien une gare, un musée, n'importe quel équipement public tel qu'on pouvait les penser à cette époque-là, dans les années 20, avec une écriture qu'on appelle Beaux-Arts en américain, c'est-à-dire une écriture des architectes américains qui ont été formés à Paris à l'école des Beaux-Arts. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de bousculade stylistique entre une façade néoclassique et ces sphinx néo-égyptiens qui, là aussi, gardent l'entrée du temple et non pas l'entrée du sanctuaire. Des ornements à l'intérieur où on va retrouver des figures bien connues, comme ici le bijou du XVIIIe degré. Et puis finalement, ce qui reste quand même un peu le cœur de cette pratique du rite écossais américain, c'est-à-dire l'auditorium, qui est vraiment pensé comme une salle de spectacle, bien qu'ici on voit quand même cette position là, de l'aigle bicéphale qui nous rappelle constamment que nous sommes bien dans une cathédrale du rite écossais. Alors, ce qui est assez remarquable dans tous ces Scottish Rite Cathedrals, c'est qu'on s'aperçoit que l'architecture, finalement, n'a plus vraiment d'importance, parce qu'elle n'est qu'un cadre, en fin de compte, destiné à recevoir la diffusion d'un imaginaire, mais que la diffusion de l'imaginaire ne passe plus par l'architecture, mais par la scène et par les décors scéniques. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans certains de ces bâtiments qui menacent d'être fermés ou d'être détruits, la chose qu'on arrive en général à conserver de la démolition, ce sont ces ensembles de décors qui finalement permettent de camper les 30 degrés du Scottish Rite, du 4e au 33e. Et donc on a dans tous les États-Unis d'Amérique ces collections extraordinaires de toiles peintes, de décors peints, qui finalement reconstitue réellement la vraie stylistique architecturale du rite écossais, puisque ça n'est plus dans la salle que ça se passe, mais sur la scène, et encore une fois dans cette idée de la projection d'un imaginaire, de lieu finalement dans lequel les initiés, spectateurs finalement, peuvent se projeter de façon quasiment poétique. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Donc, nous étions ici à El Paso avec un décor du 32e degré. On est ici à Fort Scott, dans un bâtiment tout à fait surprenant. Je n'ai pas très bien élucidé de savoir quel degré ça pouvait être, parce que parfois on trouve des images, mais c'est difficile de retrouver finalement ce à quoi ça peut bien correspondre. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a par exemple, comme ici à Winona dans le Minnesota, une architecture qui est assez peu intéressante, assez banale, mais dans laquelle il y a un ensemble de décors qui a été inscrit à ce qu'est l'équivalent des monuments historiques aux États-Unis. C'est-à-dire que le bâtiment finalement n'a plus de valeur tellement tant que tel. Ce qui a de valeur, c'est cette collection de décors tout à fait exceptionnelle qui date de 1909. Et là, évidemment, on est dans des degrés qui sont liés à la légende d'Hiram, et puis d'autres degrés où on retrouve ici cette écriture néo-gothique de la chapelle des grades chevaleresques. Alors, je ferai donc une conclusion par rapport à ce petit voyage dans les images. C'est que on aurait pu penser comme ça, de façon intuitive, quand on regarde ce qu'est finalement la genèse et la fabrication du temple maçonnique en tant que modèle architectural, on aurait pu penser en fait que la pratique des hauts grades amène à des stylistiques particulières, et que finalement cette coloration qui est tantôt chevaleresque, tantôt alchimiste, tantôt faisant finalement référence à une forme d'Orient idéal, amène en fin de compte à des imaginaires architecturaux qui correspondent en fin de compte à ces différents degrés. Eh bien, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas, et que finalement le temple maçonnique reste à ces degrés-là, comme il est dans la maçonnerie symbolique, finalement simplement un cadre dans lequel il y a une pratique rituelle qui se développe, et cette pratique rituelle renvoie finalement à un imaginaire. Et donc, quand ça renvoie à un imaginaire, on sait qu'on peut tenir loge dans une arrière-salle de café, puisque c'est comme ça que nous avons tous commencé. Eh bien, effectivement, cet imaginaire, il se construit à l'intérieur de nous-mêmes, et évidemment pas forcément dans le stuc et les marbres des décors.
Merci beaucoup. Our next presenter is Dr. Brent Morris, who is the editor-in-chief of Herodom, the Transactions of the Scottish Rite Research Society. Brent is an American author and writer on various topics on Freemasonry. He was the first American Mason to be elected as the worshipful master of the Quarter Coronary Lodge, as you know, the oldest Masonic research lodge in the world. And he also has been on his life as he's a mathematician who has served as an executive of the Cryptologic Mathematician Program at the National Security Agency and as a U.S. representative to the International Organization for Standardization. And this roundtable he's the representative of Herodom. Thank you, Brent. And he will talk about some interesting things about the royal secret in the U.S. Thank you, Brent. Thank you, Guillermo. Let me begin by telling you something that should make everybody very happy. My formal training is in pure mathematics. I spent 25 years as a mathematical researcher. I am not going to talk about mathematics. I will tell you one thing about mathematicians. There are three kinds of mathematicians. There are mathematicians who can count, and there are mathematicians who cannot count. Something very interesting happened during the 50 years from 1761, the year Etienne Morin received his patent, and 1801, the year the Mother Supreme Council declared its existence. The Order of the Royal Secret was created, it became popular, spread, and like a caterpillar, metamorphosed into the ancient and accepted Scottish Rite. We are still trying to understand exactly what happened and why. Harold Van Buren Voorhees, in 1965, counted at least 79 inspectors and deputy inspector general for the Order of the Royal Secret in the United States. The 17 were created in Saint-Domingue, the arrival place of Etienne Morin. 16 in Charleston, which at that time was the 5th largest U.S. city and the home of the Mother Supreme Council, or the eventual home of the Mother Supreme Council. And 15 were created in Philadelphia, the 2nd largest U.S. city. The other 31 were created in various other places. Interestingly, only 8 inspectors were created in New York City, the largest American city, and home to what became the Bedode, later the Northern Masonic Jurisdiction, and the Cernos Supreme Council. Perhaps the only surprise in the list of cities where inspectors were created is that no inspectors were created in Baltimore, where Henry Wilmans established a Lodge of Perfection. Baltimore had at least 77 members in 1792 and seems to have been working as late as 1802, but they had no inspectors other than Wilmans. So Wilmans did not behave like most of the inspectors. In my complete paper, which will be published by PSO, I have a listing by name of all 79 inspectors. In 1801, 8 bodies of the Order of the Royal Secret had been established in America in 6 cities, including 3 of the 5 largest, Philadelphia, Charleston, and Baltimore. Except for Albany, all of these cities were ports. So we had in 1764 New Orleans, 1768 Albany, New York, that was established by Henry Andrew Franken, 1781 in Philadelphia, 1783 in Charleston, 1788 again in Charleston, so we went from the Lodge of Perfection to a Council of Princes of Jerusalem, 1791 Holmes Hole, Massachusetts, which was a small town with fewer than 400 population. The Lodge of Perfection in Baltimore, Maryland, and then the last body that we know was created in the United States was the Sublime Grand Council Princes of the Royal Secret in Charleston, South Carolina. Most of these bodies had short existences.
New Orleans was created in 1764, the same year that France gave possession of New Orleans to Spain. Spain rigorously enforced the 1738 papal bull in eminenti, and so Freemasonry became forbidden in Spanish possessions. The Ineffable Lodge of Perfection in Albany met for 6 years, from 1768 to 1774. It had no meeting in 1772, and then it stopped meeting. In many cases, we don't know why these bodies ceased to exist. Philadelphia met for 8 years. We have their minute books, and then they stopped meeting. Holmes Hole has an interesting history. They were chartered as a Lodge of Perfection, and then after 6 years, they turned their charter into the Grand Lodge and transformed themselves into a craft lodge. So they went from the degrees 4 through 14 to the degrees 1 through 3. Certainly that's a unique transformation in the history of the Scottish Rite. Baltimore seems to have met for 12 years, from 1792 to 1804. The reason we say seems to exist, we have only 2 documents that refer to the Baltimore Lodge of Perfection. The first one is the Constitution and Charter, signed by over 70 members. And then in 1804, Concordia Lodge number 13 records that they settled a bill for rent due from the Lodge of Perfection. So we can conclude they were still meeting in 1804. We don't know if they met after 1804 or if that was the end of their existence. And Charleston remained the strongest player in the group. They had a Lodge of Perfection, a Council of Princes of Jerusalem, and a Consistory of Sublime Princes of the Royal Secret. And they were the nucleus that became the Mother Supreme Council in 1801. We do not know when 16 of the inspectors were created. We just simply know that they existed. But of the remaining 63, whose dates of appointments we do know, they were fairly regularly and fairly consistently appointed, about 1 per year from 1751 to 1801. That brought about the situation where there were 79 inspectors with the ability to create new sublime princes of the royal secret, charter new bodies, and here's the problem, they could duplicate themselves. Not only could they sell you Tupperware, they could make you a Tupperware salesman too. And it's this latter ability that I believe was the administrative fatal flaw of the Order of the Royal Secret. Because there was nothing to prevent the 79 inspectors duplicating themselves and getting to 158 and duplicating themselves again and getting to 316 and duplicating themselves and duplicating themselves. As we will later see, many of the new members of the order sought further light in Masonry. Others, however, looked to increase their inventory of Masonic degrees that they sold. To be blunt, they were Masonic peddlers traveling up and down the East Coast selling Masonic degrees. Now, we know that Antoine Bedaud charged J.J.J. Gurgis and his companions $46 each to receive the 29 degrees, 4th degree through 32nd. This was shortly after the Mother Supreme Council was formed. That's about $1.60 per degree. So if you were an itinerant degree peddler before 1801, when there were only 25 degrees, adding the 22 degrees of the Royal Secret to your inventory would cost you about $35. So what you had to do was to spend $35. You got extra inventory that you could sell, and then you had to convince your customers that they wanted to purchase the degrees of the Royal Secret. And for some extra fee, you could make them inspectors yourself. You could make them inspectors also, and then you could try to recoup your investment by making more and more inspectors. So the incentives were all twisted. It was a wonderful ritual system. Administratively, it was fatally flawed. Here is the genius solution of the Mother Supreme Council. They decided to take a staple gun and staple on 8 additional degrees. I have this image of them going,
stapling on the extra degrees to the Order of the Royal Secret. Then they announced to the inspectors of the Royal Secret that the Scottish Rite had 32 degrees. If you wanted to sell 32 degrees, at no extra charge they would let you do it, except you had to give them your patent for the 25th degree, receive a patent for the 32nd degree, and now you could only sell Tupperware. You could not make Tupperware salesmen. Well, if you were a traveling degree peddler, you could increase your inventory from 25 degrees to 32 degrees. That's a 30% increase in inventory at no cost. So now you could sell more degrees, you just couldn't sell the inspectorship. So they lost their ability to duplicate themselves, but gained 7 additional degrees, and that would be worth about $11 in retail if they were out. The 9 members of the Mother Supreme Council were the only 33rd degree Masons in the new scheme, and only they could duplicate themselves. Those interested in peddling degrees could continue to do so, but with 30% more inventory. The Supreme Council now, in theory, had control over the high degrees. A bigger question is just exactly what the inspectors did. The bodies of the Royal Secret were short-lived, as you saw from the chart I put up there, and based on the few extant minutes, they did little different than other Masonic bodies. The difference between the York Rite and in the United States what we call the York Rite is the Royal Arch Chapter, the Council of Cryptic Masons, and then the Encampment or Commandery of Knights Templar. So what was the difference between the York Rite and the Order of the Royal Secret? Well, the difference was subtle, with the latter apparently appealing to those with a more intellectual approach to Freemasonry. They had what I call the Scottish Rite scriptorium. In medieval times, monks copied the Bible in a scriptorium, and so they would sit at tables with pen and ink and paper, and then one monk would read the Bible. And as he read the Bible, the other monks would then copy down what they heard. So this was, I guess, the first copy machine in existence. It wasn't very effective. It was kind of slow, but it did well. Actually, it was effective. It was just slow. Now, we don't know exactly what happened during early American Masonic meetings because the minutes don't tell much more than they do today. But we had exposures of the exposures of the American anti-Masonic period, which lasted about 1826 to 1842, let us make tenuous references about the earlier era. The anti-Masonic period began in 1826 when William Morgan, a disaffected Mason, announced that he was going to publish the secrets of Freemasonry. He was abducted by renegade Masons and disappeared, presumably murdered. This led to the creation of the first third party in American politics. The name of the third party was the Anti-Masonic Party. You're smart enough to figure out what the single plank of their platform was. And for 15 years, being a Freemason was a very dangerous thing in the United States. The Grand Lodge of New York lost 90% of its members. My lodge in Maryland lost 90% of its members. The Grand Lodge of Vermont went out of existence. So during this period, exposés were published. David Bernard's Light on Masonry, published in 1829, was the major exposure of the time, going through 5 increasingly detailed editions between April and December 1829. And Avery Allen's A Ritual of Freemasonry in 1831 was his chief competitor. Both books sought to destroy the fraternity by exposing its rituals and portraying it in the worst possible light. Thus, any negative depiction must be considered in light of the author's ultimate goal. They wanted to destroy Freemasonry. So anything they said that was bad about the Masons may be true, it may not be true. Their descriptions also reflected local ritual variants that may or may not have been more widely popular. Arturo de Hoyos points out that such variants are an expected consequence of the York Rite's tradition of mouth-to-ear ritual. The written tradition of the ineffable and sublime degrees allows much less variation.
Our best understanding is that Henry Andrew Franken made copies of his rituals and sold them to interested military masons in the Caribbean. Itinerant lecturer Abraham Jacobs recorded in his register how he conferred the 13 degrees of secret master through Prince of Jerusalem on 16 brothers in Augusta, Georgia, on 19 days from June 10th to July 13th. His register entry for June 14th was typical of how the degrees were conferred. And so here's what he says. June 14th, this day conferred the degrees of provost and judge on Brother Zimmerman and Prescott, also the degrees of intendant of the building or Grand Master in Israel. Brother James Gardner attended and received the degrees of secret master and perfect master with every requisite instruction. Usually 1 or 2 degrees were conferred each evening, but since not everyone could be present, degrees were repeated as on June 14th. Jacobs had no assistance in conferring the degrees, and so the ceremonies were anything but full form. Those of you familiar with Masonic degrees, imagine a single person playing every part in the degree. And so the question has to be asked, what was Jacobs doing that he only would confer 2 degrees in one night? Why did it take him so long to confer the degrees? Well, the explanation may be in the phrase from June 14 in Jacobs' register when he said they were conferred with every requisite instruction. We now have a model for how the inspectors spread the high degrees. Armed with their patents, they gathered from 1 to several candidates, summarized the degree ceremonies, and taught the word in grips. After each abbreviated ceremony, the inspectors dictated the rituals to the new members who transcribed them for their personal use. In other words, they set up a scriptorium. The candidates would sit at a table with a blank book, a cahier, and then the inspector would read the ritual to them and they would copy it down. The Mother Supreme Council has several examples of these cahiers in our archives in different handwriting, so they were written by different men. We believe that these were recipients from itinerant lecturers. Unfettered by Grand Lodge regulations, the inspectors were free to peddle their wares wherever they found willing candidates. Their customers, either lured by sales pitches for exclusive degrees or drawn by the promise for further light in masonry, eagerly paid for the information. The degrees were conferred as well as possible by the inspector, with perhaps a few brothers assisting. The new candidates were then permitted to transcribe the rituals for their later use and study, perhaps in organizing a high-degree body with a warrant. When you look at the exposures of the anti-Masonic period, in particular David Bernard's Light on Masonry and Avery Allen's A Ritual of Freemasonry, they say absolutely nothing negative about the Scottish Rite. They simply describe the degrees, the costumes, the drapes with the black drapes with silver tiers on them, the robes that King Solomon wears, and that's all they do. When you get to the York Rite, things are different. A subtle but important distinction between operations of the York Rite and the Order of the Royal Secret may be that the ineffable and sublime degrees had an intellectual appeal. Think about it. These are men that are willing to sit down for hours an evening and copy rituals as is dictated to them. You do that if you have a keen interest in understanding the degrees and the symbolism. The York Rite degrees, especially the chapter degrees, had popular elements of boisterous fun. The difference can be seen by the willingness of initiates of the Order of the Royal Secret to pay for the privilege of just transcribing rituals, certainly a scholarly approach to Masonry of greatest appeal to the literate. Few of the men elevated by inspectors participated in meetings because there were hardly any bodies for them to attend, but they seemed to be satisfied to read and study the rituals. Let me give you some examples of what they said happened in York Rite meetings. Here is an engraving from Avery Allen's Ritual of Freemasonry for the Mark Master's degree. The candidate has just placed his hand through a small opening to receive his wages. He doesn't know the secret password, so they grab his hand and suddenly scream, "Chop it off, he's a thief, he's a thief." And you can see the despair on the part of the candidate. His hand is grabbed and he's afraid it's going to be cut off.
you can imagine the amusement of the older members as they're initiating him. Here's the past master's degree. I enjoy this one. The poor candidate is told that he must preside over the lodge. He's given his top hat, he's given the gavel, he's put in his chair, and then the members start ignoring him. They start standing up, they start having arguments, they start throwing things at the master, and in this diagram, they grab the master by the feet and drag him out of the east. That's a very difficult way to preside. Here's the candidate at the most excellent master's degree. The pot of incense has fireworks in it, and it goes off with a big explosion. Everyone else bows down, and the candidate is left in shock and awe. And then finally, in the Royal Arch degree, the candidates come in and are told to hold onto the rope. They're blindfolded. Hold onto the rope, stoop low, and as they stoop low, you can see that the active members are putting their feet on them, putting their knees on their back to keep them down low. So these are the types of things that Avery Allen claimed that the York Rite did. So this is more of what you would expect in the initiation ceremony of a college fraternity than you would expect in a serious Masonic organization. Now, if Bernard's and Allen's exposures can be believed, the degrees of a Royal Arch chapter offered participants rowdy, mischievous initiation pranks. These degrees, especially the Royal Arch, provided a logical conclusion to the Master Mason degree, while seemingly providing some innocent fun during the ceremonies. A popular combination much more successful than merely transcribing and studying rituals. Their descriptions of the Royal Arch chapter degrees, the most widely worked of the high degrees, tell of several opportunities to embarrass and surprise candidates. Allen even provided comical drawings of the ceremonies, which I'm showing you here. In contrast to the chapter degrees, their descriptions of 11 ineffable degrees were austere and solemn, almost like historical plays. Bernard and Allen had little first-hand evidence of what went on in the Lodge of Perfection. However, neither author would have missed an opportunity to emphasize any negative aspect, even a rumored negative aspect. There were none. The simplicity of their descriptions support the idea that the ceremonies were indeed serious without amusing features for the observers. The ineffable and sublime degrees may not have spread rapidly because they lacked the humorous initiation possibilities of the Royal Arch chapter degrees. We will likely never know for sure, but I think this presents a good assumption based on the available evidence. Thank you. Thank you, Brent. Now our last presenter in this panel is Pierre Molière, that we know very well. And Pierre Molière is the director of the Library, Archives, and Museum for the Grand Orient de France. He is a specialist in the history of Freemasonry, covering both social and political fields, as well as philosophical and spiritual topics. He's the editor-in-chief of the Symbolic and Masonic Review Renaissance Traditionnelle, and also the journal Ritual, Secrecy, and Civil Society. And Pierre Molière is one of the co-chairs of the conference, and we help him. We thank him for his hospitality. And today he's going to talk about two important figures, Provost and Le Barbier, Duplessis, and also the relationship with the United States. Thank you, Pierre. Merci Guillermo. Alors moi je vais rester ici parce que j'ai plein de papiers partout. Donc je vais vous parler, Brent a présenté cette population des députés inspecteurs généraux qui est un peu le chaînon manquant entre Étienne Morin et les débuts du rite écossais ancien accepté. Et ce qu'il y a de tout à fait passionnant dans ce qu'il nous a dit, c'est que en général, les spécialistes, on en connaît une dizaine, une quinzaine, et même pour moi qui suis dans ce domaine depuis longtemps, ça a été une surprise de savoir qu'il y en avait 75.
dont certains n'ont pas fait grand-chose, mais quand même, ça indique une diffusion de l'ordre du royal secret. Et donc, cette liste de 75, c'est un beau projet pour un dictionnaire biographique, et c'est un peu ce que je vais commencer avec vous aujourd'hui, c'est un dictionnaire biographique ou une prosopographie, comme on dit de façon savante, de ces députés inspecteurs généraux, parce que savoir qui ils sont, ça nous renseigne aussi sur la nature du rite et la nature de leur pratique. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler d'Augustin Prévost et de Pierre le Barbier du Plessis ? Eh bien, je dois avouer que moi-même, je les ai découverts il y a quelque temps, quand on s'est interrogé sur les origines de l'un des deux suprêmes conseils historiques en France, à savoir le Grand Collège des Rites. En effet, en se penchant sur les origines, alors je sais qu'Andrew Prescott nous a dit qu'il ne fallait pas se pencher sur les origines, mais bon, on ne peut pas se corriger tout de suite, il faut un petit délai. Donc on s'est penché sur les origines du rite du Grand Collège des Rites, et on s'est aperçu qu'à l'origine de ce suprême conseil, formé en 1815 avec quelques éléments du premier suprême conseil, celui de 1804-1814, eh bien, un personnage clé était Germain Haquet. Et Germain Haquet est un personnage tout à fait curieux. D'abord, c'est le seul membre du Suprême Conseil en France qui vient de Saint-Domingue et d'Amérique. En 1806, quand Cambacérès est devenu grand commandeur, il a éliminé tous les Américains. Il en a conservé 2, Germain Haquet et Fondeviol. Fondeviol a eu un problème sur lequel on pourra revenir. Il a démissionné du Suprême Conseil et donc, à la fin de l'Empire, le seul membre du Suprême Conseil qui a connu l'écossisme à Saint-Domingue et aux États-Unis, c'est Germain Haquet. Et donc, on s'est intéressé à la filiation de Germain Haquet et à la filiation de Germain Haquet dans l'ordre du royal secret pour plusieurs raisons, et notamment parce que dans la période 1804-1814, on parle du Suprême Conseil et déjà son histoire est compliquée, mais on oublie qu'au sein même de ce Suprême Conseil, il y a eu plusieurs courants. Et Germain Haquet représentait un de ces courants, et un courant qui était très attaché à préserver la pratique de l'écossisme comme à Saint-Domingue. Par exemple, pratiquer le grade de Cadoche, par exemple, se référer à certains textes. Et donc, on est parti sur une enquête sur Germain Haquet et sur d'où lui venait cet intérêt et cette connaissance du rite de perfection. Et donc, on a remonté sa filiation dans le rite de perfection à côté de sa qualité de 33e du rite écossais ancien accepté. Et donc, on s'est aperçu d'une autre chose tout à fait passionnante, c'est que sa filiation était très courte, puisqu'il y a juste 2 personnes entre Francken et Haquet, et ces 2 personnes sont Augustin Prévost et Pierre le Barbier du Plessis. Et il y a d'ailleurs une caractéristique curieuse, tout ça se passe aux États-Unis, mais c'est presque une filière française, parce que vous l'avez bien compris, Prévost et le Barbier du Plessis, c'est plutôt des noms d'origine française. Alors, Augustin Prévost, et j'y viens, est d'origine non pas française, mais genevoise. Mais enfin, Genève, c'est presque la France. En tout cas, il y a de très nombreuses familles françaises. Et effectivement, la famille Prévost de Genève, c'est très classique. C'est une famille protestante française qui, à un moment, a émigré dans la Mecque du protestantisme, en tout cas pour les Français, à Genève. Et donc, voilà, on est parti sur les traces d'Augustin Prévost et de Pierre le Barbier du Plessis. Et quand on s'intéresse à ces sujets et qu'on est historien du rite écossais, on va chercher la Bible. Et la Bible, c'est le livre de Bénard sur le rite écossais, où il y a toute une série très bien faites de petites notices biographiques sur les députés inspecteurs généraux, alors pas sur les 75, mais sur un certain nombre. Et là, les problèmes commencent parce que Bénard nous explique qu'il ne sait pas bien qui est Augustin Prévost, que ça pourrait être 3 personnes. Et notamment, il y a une chose qui est compliquée, c'est qu'Augustin Prévost, alors pour les Américains, Augustin Prévost, est un militaire britannique célèbre, un général anglais, et qui a été un des généraux, notamment avant l'indépendance, avant la guerre d'indépendance, et pendant la guerre d'indépendance, a été un des généraux de l'armée anglaise qui résistait aux indépendantistes américains. Alors le problème, c'est que cet Augustin Prévost, on ne sait pas bien s'il est maçon, et puis les dates ne correspondent pas exactement. En même temps, c'est quand même troublant parce que c'est le même nom et le même prénom. Et puis, donc, il y en a 2 autres possibles. Et voilà. Alors, aujourd'hui, la généalogie a fait beaucoup de progrès. On peut accéder à beaucoup d'informations. Et donc, dès qu'on gratte un peu, on sait très bien qui est notre Augustin Prévost. C'est le fils de ce général
qui lui-même a quitté l'armée comme colonel. Donc c'est pas mal, mais effectivement, c'est pas général. Et alors, je vais vous raconter la saga de cet Augustin Prévost, à la fois sur le plan de sa vie, parce que sa vie est un véritable roman, et en même temps sur le plan maçonnique. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une découverte de l'histoire ancienne des États-Unis. Et pour ceux d'entre vous qui sont fans de bande dessinée et qui ont lu Willings de Hugo Pratt, vous savez que Hugo Pratt était passionné par l'histoire des États-Unis entre 1760 et la fin du XVIIIe siècle, et notamment la partie nord où il y a plusieurs communautés, les Anglais, les Américains, c'est-à-dire les Anglais, enfin ceux qui sont plutôt pour l'indépendance, et les Indiens et les Français. Et donc, quand on vit la vie d'Augustin Prévost, on est vraiment dans le Willing d'Hugo Pratt. Alors, Augustin Prévost, donc, en fait, c'est le fils naturel du fameux général anglais. Parce que le général anglais, il n'est naturellement pas anglais, il est aussi genevois. Donc, Augustin Prévost, le père, c'est un jeune Suisse de Genève. Et la Suisse est à l'époque un pays pauvre. Et donc, les Suisses s'engagent dans les différentes armées européennes et sont des mercenaires, des militaires professionnels. Et Augustin Prévost, le père, va faire, par exemple, la guerre de succession d'Autriche et un certain nombre de guerres européennes. Alors d'abord pour le duc de Toscane, ensuite pour le duc de Savoie, pardon, ensuite pour les Hollandais. Et puis, dans les années 1750, eh bien, alors, manque de chance pour lui, coup de chance pour les autres, mais manque de chance pour lui, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre en Europe, et quand il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de clients, et il cherche du travail. Et alors, il a de bonnes relations avec l'armée anglaise, qu'il a dû rencontrer sur les champs de bataille. Et les Anglais, à ce moment-là, cherchent à constituer des troupes coloniales pour aller résister aux Français et aux Indiens au nord des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux et de plus motivé pour résister à l'armée du roi de France que d'anciens protestants français qui savent à quoi il faut s'en tenir. Et donc l'idée des Anglais, et c'est une idée, semble-t-il, qui a été avancée par Prévost, c'est de réunir des protestants français pour aller constituer une sorte de légion étrangère. Et c'est l'origine du 60e régiment de ligne, le 60e régiment américain de ligne, qui est constitué dans les années 1750. Alors, Augustin Prévost, le père, va faire une très brillante carrière aux États-Unis, mais c'est un général anglais, donc à la fin de sa vie, il va retourner en Angleterre. A priori pas à Genève, il est peut-être retourné à Genève. Si, je crois que non, il est retourné aux Angleterres. Et dès que ça commence à marcher, finalement, les Anglais sont très contents de ces mercenaires suisses pour certains, et voilà. Et donc, il leur dit, c'est ce qu'on fait un peu dans les entreprises, on est content de vous. Si vous avez des amis que notre affaire intéresse, faites-les venir, qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, Augustin Prévost va faire venir son fils naturel. C'est un fils qu'il a eu quand il a 19 ans, qui a été élevé par sa famille, qui est resté là-bas. Et le jeune Augustin, alors c'est l'époque, c'est terrible, il part de Genève à 13 ans. Entre 13 et 14 ans, il fait une école militaire en Angleterre. D'un an, il enseigne et il est envoyé aux États-Unis pour faire la guerre aux Français et aux Indiens. Et donc, il va faire ça. Et donc, vous savez, c'est la période où les Français ont perdu le Québec, mais les Français québécois, enfin les quelques-uns qui sont restés, refusent de prêter allégeance à la couronne britannique. Enfin, il y a des tensions. Et puis chez les Indiens, il y a des Indiens qui sont favorables, des tribus qui sont favorables aux Français, d'autres qui sont favorables aux Anglais. Enfin, c'est donc une sorte de front que doit garder ce 60e régiment, de ligne. Et donc, il a cette carrière militaire. Et il y a une deuxième chose qui est très importante dans sa vie, c'est que lors de ses pérégrinations, il va rencontrer une jeune fille charmante qui s'appelle Susanna Croghan et qu'il va épouser. Et ils vont aller s'installer à côté d'Albany parce que son régiment est en résidence à côté d'Albany. Alors, ça arrive de temps en temps, il a épousé sa femme, mais en même temps, du coup, il a récupéré son beau-père. Et en fait, son beau-père va avoir un grand rôle dans sa vie, mais il faut dire que c'est un homme absolument extraordinaire. C'est George Croghan, et c'est un Irlandais, donc qui est né en Irlande, et qui est venu très tôt aux États-Unis, et c'est un homme sociable, très malin,
Et il a notamment une excellente relation avec les Indiens. Il parle les langues indiennes et à la fois il fait du commerce avec les Indiens et il sert un peu d'émissaire, d'expert pour gérer ces tribus indiennes qui sont encore fortes. C'est vrai que nous, les Français, quand on pense à New York, on pense aux tours, etc. Mais vous partez de 30 km de New York, vous remontez l'Hudson et vous êtes dans une campagne, on dirait une sorte de Suisse d'ailleurs, ou de Normandie vallonneuse et montagneuse. Et donc, c'est plein de tribus indiennes. Et donc, pourquoi est-ce que son beau-père est un problème? Parce que son beau-père, eh bien, il va faire des affaires, mais ça ne va pas bien se passer. Alors, il va être très riche à certains moments, très pauvre à d'autres. Et donc, Augustin Prévost va passer son temps entre l'armée et puis essayer de limiter la casse dans les affaires de son beau-père. Alors, son beau-père, il a beaucoup de rôles, et notamment, c'est lui qui va le faire rentrer en maçonnerie dans une loge, dans une petite ville à côté d'Albany. Et puis... Et donc, oui, à Johnstown, donc pas loin, et Augustin Prévost est initié le 5 décembre 1767. Mais Johnstown, c'est qu'à quelques dizaines de kilomètres d'Albany. Et à Albany, il y a quelque chose de nouveau dans la maçonnerie. Il y a une loge symbolique qui est arrivée avec les troupes anglaises, et notamment un médecin militaire des troupes anglaises. Et puis, il y a des maçons d'Albany qui ont été faire un petit voyage à New York. Et à New York, ils ont rencontré quelqu'un de très sympathique qui s'appelle Henry Andrew Franken et qui leur a dit « Ah bon, vous êtes maçon, mais bon, c'est très bien, le craft, la maçonnerie symbolique, mais il y a d'autres grades, la relation va bien se passer et Franken va leur donner une patente pour créer une loge de perfection. Ça sera le premier atelier de la maçonnerie de perfection, de l'ordre du Royal Secret, en dehors des Caraïbes. Et cette loge de perfection est créée en 1767. Alors, Augustin Prévost est un jeune maçon, mais à l'époque, les choses se font vite, et il va se montrer assez actif dans cette loge de perfection. Alors, c'est un peu comme disait Brent, on fait un grade un jour, puis 15 jours après, on a le grade suivant, et puis en quelques mois, on a les 14 grades du système. Et donc, voilà Augustin Prévost, qui est donc à la fois un maçon symbolique et un maçon de perfection. Et alors, il faut dire que ça devait vraiment l'intéresser parce qu'à un moment, il va déménager, il va être un peu plus loin d'Albany, mais il va régulièrement revenir pour participer aux travaux de la loge. Donc, je crois que ce que dit Brent est assez vrai. Il y avait une attractivité du rite de perfection qui fait que, voilà, il est... Voilà. Alors, il a... Et puis, à un moment, les affaires de son beau-père vont vraiment pas bien. Et il faut qu'il se réengage. Alors, vous savez, c'est l'armée, on est demi-solde, on reprend un engagement, on se met en demi-solde. Et donc, au début des années 1770, il faut vraiment qu'il gagne de l'argent. Et donc, il se réengage dans l'armée. Et là, on va l'envoyer dans une des plateformes. Bon, ça doit commencer à un peu remuer aux États-Unis. Donc, les Anglais, la Jamaïque, c'est très important parce que c'est pas loin des États-Unis et c'est une sorte de porte-avions face aux États-Unis. Et donc, il est envoyé à la Jamaïque, à Kingston. À Kingston, il est maçon. Dans les militaires, il y a des moments où il y a l'exercice et puis des moments où on a plus de temps. Et donc, il va fréquenter les loges de Kingston. Et qu'est-ce qu'il va rencontrer, bien sûr, à Kingston? Andrew Franken, donc le créateur de la loge d'Albany, qui doit être assez heureux et curieux de voir un membre de la seule loge du rite de perfection qui existe en dehors de Kingston. Et là, il va avoir une relation assez sympathique avec Franken, en tout cas on peut l'imaginer, et Franken va le faire député inspecteur général du rite de perfection. Alors, en fait, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que les Caraïbes, pour des Européens, quand ils sont un peu fragiles, c'est des endroits difficiles. Et donc, ça va être une période difficile pour lui parce que sa femme va être malade, sa petite fille va être malade et va mourir des fièvres, etc. Donc, c'est pas une période très, très, très agréable. Et donc, finalement, au bout de quelques temps, ils repartent aux États-Unis. Alors, surtout, au milieu des années 1770, on a autre chose à faire que la maçonnerie, c'est la guerre. Et comme son père, Augustin Prévost Junior va être un cadre très efficace de l'armée britannique, de l'armée anglaise. Alors nous sommes loin et on sait que les insurgents ont gagné, que l'Amérique est indépendante et que les Anglais ont perdu. Mais ils n'ont pas tout perdu. Il y a des tas de batailles qu'ils ont gagnées et les prévôts, qui sont des mercenaires et donc des militaires professionnels,
Ils sont notamment connus pour avoir gagné des batailles très difficiles où les Anglais étaient par exemple 400 ou 500, les Américains étaient 2000, et c'est les Anglais qui ont gagné parce que d'un côté, les 2000, c'était une sorte comme une garde nationale des engagés, mais face à 400 militaires aguerris et professionnels, ils perdent. Et donc les prévôts se révèlent des militaires très efficaces. Et puis la guerre s'arrête. Et alors, le père Augustin Prévost, le général, va rentrer en Angleterre, mais le fils va rester aux États-Unis, ce qui est une situation très difficile parce que c'est un ancien des troupes coloniales. Mais donc, il va d'abord aller à Philadelphie. Et là, il va essayer de se faire oublier, et puis il est devenir loyaliste. Et puis, et c'est là où on va voir sa deuxième activité maçonnique. Il va avoir un grand rôle dans la maçonnerie de perfection en Pennsylvanie. Vous avez vu la liste que Brent vous a faite. La première loge, c'est celle d'Albany. Mais très vite, l'autre centre du rite de perfection très bien documenté, c'est Philadelphie. Et donc, Prévost va être alors très actif, je ne sais pas, parce qu'on ne le voit apparaître que quelques fois dans la loge de perfection, mais on le voit apparaître avec un rang et une autorité. Alors c'est vrai qu'il était député inspecteur général, et il y a des choses assez curieuses. On a l'impression qu'il fait une inspection, et il y a une sorte d'inspection et qui finalement va marquer la fin de la loge de perfection de Philadelphie. Et donc, les historiens du rite de perfection imaginent qu'il y avait des courants, des tensions, etc., que Prévost était probablement le représentant d'un de ces courants, et finalement, ça va aboutir à la fermeture de cette loge de perfection. Mais dans cette loge de perfection, il va connaître un autre Américain qui était américain depuis pas très longtemps, qui s'appelle Pierre Le Barbier du Plessis, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, voilà, la deuxième vie maçonnique d'Augustin Prévost, elle touche aussi le rite de perfection, puisqu'on le voit actif à Philadelphie. Et l'un des grands enjeux, à mon avis, de la recherche sur le rite de perfection, l'histoire du rite écossais ancien accepté, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé à Philadelphie, parce que ça a des tas de conséquences pour d'autres enjeux de l'histoire du rite. Voilà. Alors maintenant, la dernière partie de la vie d'Augustin Prévost, c'est il quitte Philadelphie parce que sa femme va mourir. Et il va aller se retirer, revenir finalement dans ce qui était son berceau aux États-Unis, donc le nord de l'État de New York, à Albany, et plus précisément à Greenville, qui est vraiment une campagne. Alors, aujourd'hui, c'est une campagne assez perdue, mais alors je vous laisse imaginer ce que c'était au XVIIIe siècle. Mais on a des témoignages assez curieux. Par exemple, il y a un Français qui, pendant la Révolution, donc, va faire une sorte de périple aux États-Unis, qui rencontre Augustin Prévost et qui nous dit qu'il s'est complètement intégré, qu'il est très apprécié, etc., etc. Et donc, la fin de sa vie est une vie de gentleman farmer. Mais bon, c'est une époque difficile. Et lui qui a fait la guerre pendant 30 ans, qui a peut-être été blessé, mais qui a survécu, ses jeunes fils, il les envoie dans l'armée britannique, et ils vont être tués en Espagne à 21 et 22 ans, donc tout le monde n'a pas sa chance. Voilà. Alors, il me reste quelques minutes pour parler un peu de Pierre Le Barbier du Plessis. Alors, Pierre Le Barbier du Plessis, il est fait député inspecteur général par Augustin Prévost en 1790, et la relation Prévost du Plessis, c'est une façon d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à Philadelphie dans le rite de perfection. Et Pierre Le Barbier du Plessis, alors lui, il est né à Rennes. Alors je vous dis ça comme ça, il est né à Rennes. Alors en fait, c'est ce que disent un certain nombre de documents américains. Il serait né en Bretagne ou il serait né à Rennes en 1749. Et alors là, je rends hommage à un de nos amis qui se reconnaîtra parce qu'il est dans la salle, qui est un généalogiste éminent, qui a passé 3 jours à faire tous les registres paroissiaux des paroisses de Rennes entre 1747 et 1750. Et on a effectivement il a pu déterminer que Pierre Le Barbier du Plessis est né à Rennes le 7 janvier 1749. Alors, deuxième élément nouveau par rapport à Bénard, c'est qu'il a une vie en France, Pierre Le Barbier du Plessis, et notamment on le retrouve très jeune, il doit quitter Rennes à 22-23 ans, il vient à Paris, et à Paris on va le retrouver actif
non pas dans une structure maçonnique, mais dans une structure que j'aurais tendance à qualifier de paramaçonnique. Je vais vous expliquer pourquoi. On le trouve actif dans l'ordre du Saint-Sépulcre. Et l'ordre du Saint-Sépulcre, à la fin de l'Ancien Régime, c'est quelque chose de très curieux et de très intéressant. En fait, à l'origine, c'est une confrérie. C'est une confrérie de dévotion autour du Saint-Sépulcre, mais qui a un certain nombre d'usages chevaleresques. Et pour faire court, la bourgeoisie qui constitue l'essentiel des membres de l'ordre, depuis le début du XVIIIe siècle, essaye de se faire reconnaître comme un ordre de Malte ou un ordre de Saint-Lazare, comme un vrai ordre de chevalerie. Et à chaque fois, ça va presque marcher, mais les spécialistes du roi lui disent non, c'est pas un ordre de chevalerie, c'est une confrérie de piété, et même si ça a l'air d'eux, mais alors ils avaient des insignes, des capes, etc. Et ça veut dire que très tôt, Pierre Le Barbier du Plessis s'est intéressé à une sorte d'imaginaire gothique, d'imaginaire médiéval. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Tschudi, dans l'Étoile flamboyante, dit dans une note que l'ordre du Saint-Sépulcre est plein de maçons. Et donc, Le Barbier du Plessis semble d'avoir été initié en France, parce que dans les débats qu'il y aura aux États-Unis et à Saint-Domingue, il y a un frère qui dira « mais je le connais très bien, j'ai été en loge avec lui en France ». Donc vous voyez, il naît à Rennes, il vient à Paris entre 20, 21 et 25 ans, et il est à la fois dans l'ordre du Saint-Sépulcre et très probablement dans une loge, puisqu'un frère témoignera de l'avoir rencontré en France. Alors, on le voit d'abord arriver à Little Compton, qui est une petite ville de l'État de Rhode Island. Il se marie avec une Américaine, d'ailleurs, une fille de notable. Et puis, c'est l'époque. Hein, où ils ont un bébé qui meurt, et peu après, sa femme meurt. On le voit intervenir dans des contentieux. Et puis, il déménage, et il va s'installer à Philadelphie. Et sa vraie vie, c'est à Philadelphie. Alors, ce qu'on peut dire sur Pierre Le Barbier du Plessis, c'est qu'on connaît très très bien sa vie maçonnique. Pourquoi ? Parce que si c'est un homme important dans l'histoire du rite de perfection, c'est quelqu'un qui va être très actif dans la maçonnerie à Philadelphie. Donc il y a beaucoup d'archives maçonniques sur lui. Il va même être à un moment le grand secrétaire de la Grande Loge de Pennsylvanie. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il commence par la loge de perfection. Le premier endroit où on le voit apparaître, c'est la loge de perfection. Alors, il avait été reçu avant dans une loge de perfection. Et puis, il va s'affilier à différentes loges, symboliques cette fois, le Kraft. Et donc, il est très actif dans cette loge de perfection. Et il devient actif dans la maçonnerie symbolique et il va devenir grand officier de la Grande Loge de Pennsylvanie. Il va beaucoup contribuer parce que c'est l'époque où la Grande Loge de Pennsylvanie, qui est une grande loge de tradition des anciens, se structure, et donc le grand secrétaire, et notamment Le Barbier du Plessis, paraît très lié à un frère américain qui s'appelle Jonathan Smith et qui est le grand maître de la Grande Loge de Pennsylvanie. Et alors on le voit dans l'élaboration des règlements, on le voit dans le fonctionnement de la Grande Loge, et on le voit aussi dans une opération très, très curieuse et très passionnante, qui est la délégation que la Grande Loge de Pennsylvanie va envoyer auprès de Washington peu avant qu'il quitte la présidence de la République des États-Unis. Et alors, naturellement, c'est un acte mythique pour la maçonnerie américaine, donc il y a beaucoup d'archives. Et alors, c'est assez drôle de voir que le discours que font les frères de la Grande Loge de Pennsylvanie, dont Pierre Le Barbier du Plessis, est la réponse de Washington. En fait, les hommes politiques, il y a quand même une permanence parce que c'est vraiment le discours d'un maçon politique. Mais c'est très intéressant. Mais c'est pour vous montrer à quel point il a été important dans la Grande Loge de Pennsylvanie. Et ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, c'est quelqu'un qui s'est très très bien intégré dans la société américaine. Il était juriste, traducteur, et il semble avoir joué un grand rôle dans le lien entre les Américains et les Français qui s'installaient aux États-Unis. Il avait manifestement une grande compétence linguistique et donc il est parfaitement intégré. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que actif dans la maçonnerie symbolique, il va rester très fidèle. Au rite de perfection, et on en a plusieurs témoignages. Et alors, il va rester très fidèle au rite de perfection, y compris d'ailleurs quand le rite écossais ancien accepté va arriver. Et on a ce témoignage extraordinaire de Gorgas, qui est effectivement un des acteurs du rite écossais aux États-Unis au début du XIXe siècle, et qui explique la chose suivante. Au cours de l'automne dernier, sous les bons auspices de l'éminent Cerno, un autre grand conseil du 33e a été établi à Philadelphie. Tout cela se fait sous les yeux du frère Duplessis,
qui semble comprendre si bien, quoi qu'il ne soit, qu'un député inspecteur général sous l'ancien système, ils signent comme tous les autres en tant que 33e, dont ils ne savent rien, mais ils tiennent beaucoup en prétendant que ce n'est qu'un titre honorifique. Et alors, je vais finir là-dessus parce que ça montre bien cette question dont il faut dire que c'est aussi Alain Bernheim qui a mis le doigt dessus, c'est que dans cette période intermédiaire entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, vous avez une rémanence du rite de perfection, vous avez des gens qui vont considérer que le nouveau système en 33 degrés, c'est une organisation administrative bien faite, notamment pour les raisons que donnait Brent, mais que l'essentiel, la moelle, c'est le rite de perfection. Et tous les débats qu'on va avoir au sein du Suprême Conseil et qui sont à l'origine de la création du Grand Collège des Rites en 1815, c'est ces frères qui venaient de Saint-Domingue, qui venaient de Philadelphie, et pour qui le 33e était un honneur, mais pour qui l'essentiel était bien sûr le royal secret. Et donc Pierre Le Barbier du Plessis va constituer député inspecteur général Germain Haquet en 1798, et Germain Haquet va ramener tout ça à Paris au début de 1804. Et quant à Pierre Le Barbier du Plessis, lui, il mourra le 8 novembre 1815. Mais il faut aussi dire une chose, c'est qu'il a joué... Alors, il ne semble pas être passé par Saint-Domingue, ou en tout cas, s'il est passé par Saint-Domingue, il y est resté très peu de temps. En revanche, il a été l'ambassadeur des frères de Saint-Domingue auprès de la Grande Loge de Pennsylvanie. Donc voilà un personnage clé pour cette période assez compliquée qui voit le passage du rite de perfection au rite écossais ancien accepté. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Thank you. Now we will open the floor for questions. We have about 15 minutes. Please raise your hand and I'll go to you. Thank you. So for the there we go. For the Baylot manuscript, is the work that you're doing a bit of like, is it a documentary edition of the existing copy, or are you doing a collation between the two manuscripts to see whether or not they're similar, because you mentioned that it's clear to you that it's a copy. So if there are references to the text, is there any work being done on whether or not those references reference something that's not in the Baylot manuscript, implying that there's implying that they were copied, they had seen an original or a younger copy or an older copy, I guess? Okay, yeah, I can answer that. So to your first question, you're asking, are we planning on doing anything with it? Well, yes, we are. We already have it transcribed and translated, and we're working with our friends with the Collège d'Écosse to get this put out into print form. You guys can be looking forward to seeing that here within a few years. To your second question, are we working on doing comparisons? Yes, we are. And it's actually very revealing because when one compares the rituals in the Baylot manuscript to the Franken manuscripts, it's abundantly clear that it's the source ritual. And so really what the Baylot manuscript is the collection of rituals that Etienne Morin had with him. And so what ends up happening, though, is that he gives the source materials to Franken, and Franken is the person who ultimately does the final edits. And so it's interesting. You have a French high-degree system that goes to America or goes to Jamaica, is edited essentially by a British subject, transported to America, but at the same time also retranslated back into French. There's Dupont de Lomé has his 15 through 25 degree ritual book, and if you compare the degrees of it to Franken, it's been translated back into French from English, and what you see in it is that really it's a French system that gets turned into English, that gets put back into French, and so it explains how a lot of these things happen. But be looking forward to it into the next couple of years, and you'll have a lot further insight. Any other questions? Comments?
Any? No? Okay. Oh, sorry. It's dark over there. Sorry. Oui, Jean Passini. Je voulais savoir si dans les rituels de Morin, l'utilisation de la géométrie était une pratique que Morin faisait lui-même ou est-ce que c'était repris dans de rituels plus anciens? La géométrie, c'est-à-dire que chaque grade était associé à une figure géométrique de plus en plus complexe. Donc, je voulais savoir si vous êtes intéressé à cet aspect de la... With respect to geometry, it's difficult to say with what he did. Consider the degree of grand architect. It describes various and sundry mathematical instruments. Well, we can clearly know that those are, in all likelihood, Masonic regalia, be it a compass, square. Another thing they had was a set of reducing compasses in this degree. And this was likely in the effects of Marin in his final estate. But as it goes with respect to the ritual text, geometry itself isn't the important part of it, because when one looks at the ritual system of the ancient and accepted Scottish Rite, one sees that the philosophical component to it is in great excess of it. So much in the way that today we are speculative Freemasons and not operative Freemasons, the same applies in extension to the high degree system of Etienne Morin. Does this answer your question? Alors, sur ce point, je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est une découverte d'ailleurs de Joseph, c'est que dans le fameux manuscrit Bello, le manuscrit lui-même est assez brouillon. C'est une écriture très serrée, avec des ratures et tout. Et à la fin du manuscrit, il y a un tableau du Royal Secret qui, au contraire, est absolument magnifique, tracé à la plume, aquarellé par un professionnel, à tel point d'ailleurs que moi, j'ai longtemps pensé que c'était un ajout postérieur. Et en fait, avec Joseph, quand on a pu travailler en direct sur le manuscrit, on a regardé de façon très précise. Et en fait, non, c'est vraiment relié avec le manuscrit Bello lui-même. Et Joseph, qui a étudié tous les gens qui sont autour d'Étienne Morin à ce moment-là, est tombé sur, est-ce que c'est Berthomieux qui était un arpenteur, donc un géomètre professionnel. Et c'est vrai que quand vous voyez quelqu'un qui, dans le civil, fait des cartes, et quand vous voyez le tableau du Royal Secret, c'est vraiment fait comme une carte ancienne, avec un trait à l'encre de Chine, un trait d'aquarelle pour voilà. Et donc il y avait un géomètre, en tout cas dans l'entourage d'Étienne Morin, et avec ce tableau du Royal Secret qui est absolument extraordinaire, on peut se dire que c'est probablement c'est le plus ancien, peut-être même le premier, enfin un des tout premiers tableaux du Royal Secret, et il a été fait par un géomètre. Et je trouve que le raisonnement de Joseph est tout à fait convaincant, et c'est probablement Berthomieux qui a fait ce tableau, parce qu'ils n'étaient pas 200, ils étaient une quinzaine autour de Morin, et il y a un arpenteur qui fait des cartes toute la journée. On imagine qu'on lui a confié de faire le tableau le soir. Any other questions? Is there one? Oh, yes, sir. Oui, il faut profiter de l'occasion puisqu'on a un architecte à bord. Et l'architecture m'a toujours posé un problème au niveau des bâtiments. Déjà, le temple de Salomon était probablement orienté comme les temples égyptiens, avec la grande ouverture plutôt à l'est. Nos temples font que la grande ouverture est à l'occident, donc il y a déjà quelque chose qui interpelle. Mais ça, à la limite, on peut peut-être comprendre avec le christianisme qui s'est interposé. Mais là où ça bloque un petit peu, c'est lorsqu'on revoit
certaines des figures que l'on a vues. Je crois qu'il y en avait une au 18e degré qui ressemblait à cela. On a la même chose avec ce fameux tableau qui représente Mozart en loge. Est-ce qu'on est dans le temple ou sur les parvis? Quand ça change, il rame, pas il rame. Et là, c'est un petit peu confus. Je n'arrive pas à savoir si c'est comme chez les bâtisseurs à côté du temple ou à l'intérieur. J'ai l'impression que ça change et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, c'est une question compliquée, en fait. Quand on fait la genèse, en fait, du modèle architectural, on s'aperçoit que l'élément qui est référentiel, ce sont les bibles imprimées qui commencent à apparaître dans les années 1530, 1540 et qui représentent le temple de Salomon. Ce qui est intéressant de ces bibles imprimées, c'est que ce sont souvent des bibles protestantes et qu'on est dans une culture finalement qui est presque une culture archéologique où on prend le texte et on tâche de représenter ce que le texte finalement décrit. Et ces représentations sont, pour moi en tout cas, vraiment le ferment dans lequel vont se trouver les premières représentations qu'on appelle plans de la loge et qui sont finalement les tracés de loge. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nous les tapis de loge, dans la première moitié du XVIIIe siècle, ça s'appelle le plan de la loge. Et donc il s'agit bien de tracer un plan. Et il s'agit bien de tracer un plan finalement pour fabriquer l'espace dans lequel se déroule le rituel. Alors, pourquoi je fais ce rappel-là, c'est qu'il faut bien comprendre en fait que le temple maçonnique n'est pas le temple, ça n'est qu'une représentation. Alors après, on peut s'interroger sur savoir dans quelle mesure cette représentation est fidèle. Je pense comme vous que l'orientation vers l'Est, effectivement, est certainement un apport lié finalement à une culture chrétienne, et aussi parce que symboliquement, c'est plus facile de comprendre que la lumière vient de l'Orient que de l'Occident. Donc évidemment, dans cette espèce de raccourci symbolique qu'il y a à ce moment-là, il est assez logique que les choses se passent comme ça. Maintenant, il se trouve que j'ai commis un article dans un récent numéro de Point de vue initiatique sur cette question-là, précisément. Moi, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que le temple maçonnique tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, est un miroir. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif où tout est à l'envers. Je vais donner un exemple très simple pour comprendre cette image du miroir. C'est que dans les rituels, il est dit que le second surveillant est placé au midi pour observer le soleil au méridien. Alors moi, je ne sais pas, mais quand je suis placé au midi, je suis face au nord, et donc j'ai le soleil dans le dos. Et donc pour l'observer au méridien, c'est assez compliqué. Et donc on s'aperçoit que toute la géométrie du temple maçonnique telle qu'elle est décrite dans les rituels, encore telle que c'est pratiqué aujourd'hui, notamment au RE2A en France, eh bien on est dans une géométrie qui est entièrement en miroir par rapport au monde réel. Et donc à partir de là, on peut supposer qu'on est effectivement sur le parvis, devant, que J et B sont bien correctement placés, c'est-à-dire de part et d'autre à l'extérieur de la porte d'entrée, et que le vrai temple se trouve de l'autre côté de la porte, ce qui évidemment renvoie à une image beaucoup plus intéressante qui finalement s'apparenterait un peu à une sorte de bouteille de Klein, où on n'arrive pas à déterminer quel est le contenant et quel est le contenu. Dernier point, pour comprendre effectivement cette espèce de renversement géométrique, on s'aperçoit finalement que la course du soleil est à l'envers. On dit que les apprentis sont au septentrion parce qu'ils sont protégés de la lumière. Or, un espace là aussi qui a le toit ouvert sur le ciel, forcément, l'endroit le plus éclairé, c'est le nord parce qu'il est face au sud. Donc voilà, il faut bien comprendre cette image effectivement de la représentation. Je ne me rappelle plus de la fin de votre question, c'est pourquoi je patine tout à coup. Il y avait autre chose. Moi, je voudrais revenir sur un point. Par rapport à la description de Brent de la façon dont était pratiqué le royal secret, avec justement ces grades qu'on vendait, etc. Donc je me suis interrogé sur le vécu que pouvaient avoir ces députés inspecteurs généraux de ce dépôt initiatique qu'ils avaient. Est-ce que finalement, effectivement, c'était quelque chose d'à moitié sérieux et puis on vendait des grades aux frères qui aimaient bien ça, etc. Ou est-ce que c'était une conception plus comme la nôtre, où c'est quand même quelque chose de très philosophique, très spirituel? Et alors, pour les personnages que j'ai étudiés là, à savoir Augustin Prévost et le Barbier du Plessis, quand on voit leur comportement en loge, et par exemple, alors moins pour Augustin Prévost, mais pour le Barbier du Plessis, il est très présent dans la loge de perfection de Philadelphie, donc il apparaît beaucoup sur les comptes rendus, où la façon dont Augustin Prévost apparaît pour faire une inspection, enfin bref,
quand on vit avec ces personnages comme ça pendant des semaines, quand on fait leur biographie, eh bien moi j'ai l'impression que pour eux, le royal secret, c'était quelque chose qui était vraiment très important, très élitiste, et qu'ils ne le... Alors peut-être que les petits grades, effectivement, les petits grades de la loge de perfection, ils les diffusaient comme ça, parfois dans une forme moins rigoureuse, mais en tout cas, pour ce qui est du royal secret, c'était manifestement considéré comme quelque chose de très précieux et dont il fallait conférer qu'avec beaucoup de précautions. Et par exemple, le Barbier du Plessis, alors c'est intéressant parce qu'on voit bien, il est d'abord reçu au royal secret et il n'est fait député inspecteur général que 2 ans et demi après, alors qu'il est très proche d'Augustin Prévost. Donc voilà, par rapport à certains députés inspecteurs généraux qui ont peut-être un peu vendu les grades comme ça, pour d'autres en tout cas, c'était quelque chose d'important. Et puis ce que je trouve vraiment intéressant dans cette filière, c'est finalement le très petit nombre d'intermédiaires qu'il y a entre Francken et Hackey. Et ça explique par exemple la fidélité de Hackey à des textes de Saint-Domingue de la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, dans la tradition de Hackey et dans le Grand Collège des rites écossais, au début du XIXe siècle, les fameuses grandes constitutions de 1786, ça n'intéresse personne, c'est un texte parmi d'autres. En revanche, quand un frère est reçu 33e, jusqu'à la Seconde République, donc jusqu'en 1848, on lui fait prêter serment sur les instituts, statuts et règlements de la haute maçonnerie écossaise, et on sait aujourd'hui, grâce à la Berlin, il faut bien le dire, que c'est un texte justement qui est entre Saint-Domingue et la Jamaïque à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment, au-delà des personnages, c'est vraiment une filière un peu différente et un peu archaïque du rite de perfection, et c'est pour ça que c'est passionnant. Merci Pierre. Now Dr. Paul Rich will present the Kilwinning Award for Lifetime Contribution to Research and Scholarship. Alors, on va demander à Jean Passigny, dont j'ai vu l'ombre au fond de la salle, qui est donc le président de l'Aréopage Source, et peut-être à Jacques Oréfis, que j'ai aussi entrevu, qui est donc le grand commandeur du Grand Collège des rites écossais, dont dépend directement l'Aréopage Source, et de rejoindre Paul sur l'estrade. Et Didier Dessort aussi, je ne vois pas Didier, mais... il est là aussi. This award is given... It's on. This award is given for a remarkable record of publishing. Not just one good thing, but 30 years of good things. And one cannot say enough for what has been done by this lodge in contributing to Masonic scholarship. It is quite extraordinary. One cannot think of a parallel accomplishment over all these years to maintain such a high standard and to continue frankly, to surprise us with the abilities that they have unleashed. So this year, the Lifetime Accomplishment Award goes with, I must say, enthusiasm to you for all your work. Thank you very much. Je remercie la PSO de votre organisme et je suis très heureux d'exprimer au nom de tous les frères de Source et de son nouveau président, puisque je vais passer la main à au nouveau président. C'est un travail qui est de longue haleine. Ce sont des chercheurs bénévoles qui apportent toute leur âme et leur volonté d'éclairer notre maçonnerie écossaise. Et donc, ce prix, c'est tous les frères de Source qui le reçoivent à travers nous. Voilà. Et merci encore. Congratulations. Many congratulations. Thank you. Thank you very much. Congratulations, and this concludes our panel of this moment. Now we will invite you for a coffee break, and then we will come back at
1630. Merci beaucoup. Thank you to the panelists.